Vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Donc, je co-anime avec Nicolas Robin une petite équipe qui travaille sur l'étude des littoraux sableux. Et donc, l'idée, c'était de vous faire un point sur la réponse de ces littoraux sableux à la montée du niveau de la mer. Donc, de traiter les aspects érosion et submersion marine et les risques pour le littoral méditerranéen avec un focus sur le golfe du Lion, qui est la côte sableuse qui borde toute la région Occitanie. Donc ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps de caractériser cette évolution du niveau de la mer. Ça a déjà été partiellement fait dans les conférences de ce matin, donc on va passer assez rapidement. Et ensuite, on se posera la question de comment fonctionne un littoral sableux, en prenant l'exemple de celui de la région Occitanie. Et on définira ce que sont la submersion marine et l'érosion. Et à partir de là, on pourra aborder les conséquences géologiques d'une augmentation du niveau de la mer sur ces barrières sableuses. Il y a un certain nombre de modèles qui ont été établis, on les détaillera. Et on se posera la question de savoir si l'augmentation du niveau de la mer, celle passée et celle à venir, est le seul agent de l'érosion côtière observée. Et j'anticipe déjà le sujet en vous disant que finalement on va beaucoup parler d'autres facteurs que celui d'augmentation du niveau de la mer pour expliquer les causes de l'érosion actuelle, et en particulier la disponibilité en sédiments et les impacts anthropiques. Et ensuite, on conclura et on essaiera de voir quelle ligne de perspective se dégage. Donc cette évolution du niveau de la mer, il y a un certain nombre de courbes qui vous ont été présentées ce matin, et en fait, sur les dernières centaines de milliers d'années, ce niveau de la mer va alterner entre des positions hautes et des positions basses, niveau de la mer élevé dans des stades chauds, dits interglaciaires, qui sont caractéristiques du stade actuel, et des périodes beaucoup plus froides. En fait, le climat n'était plus froid que de quelques degrés au final, mais l'environnement était radicalement différent, puisqu'on avait des calottes polaires qui arrivaient pendant ces périodes glaciaires jusque dans la partie nord de l'Europe, et on avait de l'eau marine qui était mobilisée sur les glaces continentales, et donc un abaissement du niveau de la mer, avec un niveau qui était 120 mètres plus bas que le niveau actuel, ce qui fait qu'on avait une espèce de grande plaine dans tout le golfe du Lion. C'était une espèce de grande plaine, une steppe arctique en fait, en quelque sorte, subpolaire, avec des rennes et des mammouths qui se baladaient devant Perpignan, quoi. Donc ce niveau de la mer, depuis la dernière période glaciaire, dont le maximum est à peu près il y a entre 16 et 18 000 ans, avant la date actuelle, avant aujourd'hui, ce niveau de la mer, qui était donc 120 mètres plus bas, ce qui est représenté ici, il a augmenté très fortement dans des rapports de vitesse qui sont 10 fois supérieurs avec l'élévation actuelle observée liée au changement, au réchauffement global. Et on a atteint une position proche du niveau de la mer actuel. Vous le voyez ici, à ce point, il y a environ 6500 ans. Et depuis, le niveau de la mer est globalement stable, modulo les événements météorologiques qu'on verra juste après. Donc, dit autrement, ça veut dire que les littoraux que vous observez aujourd'hui, quand vous allez sur une plage, il peut difficilement avoir plus de 6000 ans, sauf si vous observez un paléolittoral perché qui a résisté à l'érosion et qui date de la période interglaciaire précédente, c'est-à-dire pour nous, il y a 125 000 ans environ. Ce niveau de la mer, vous l'avez vu, dans les projections établies, il est en train d'augmenter. Il a déjà augmenté d'une vingtaine de centimètres, un peu plus de 20 cm depuis le début de l'ère industrielle. Et il va augmenter
pour la fin du siècle, dans un ordre de grandeur de plus 40 cm pour la prévision basse, jusqu'à plus 90 cm pour la prévision haute, sachant que pour l'instant, on s'est toujours situé sur la partie haute de la courbe quand on fait des points d'étape. Donc on vogue allègrement vers, en moyenne, plus d'un mètre de hausse du niveau de la mer à l'échéance 2100. Et ça n'aura pas échappé à vos œils aguerris que ces courbes, en fait, en 2100, elles ne vont pas s'arrêter. Et que autant on sent une petite inflexion sur la courbe de prévision basse, autant sur la courbe de prévision haute, ça continue à augmenter, quoi. Donc 2100 n'est qu'un point de passage à une augmentation de ce niveau moyen de la mer. Donc là, on parle bien du niveau de la mer stable au repos, c'est-à-dire celle que vous pouvez observer aujourd'hui, par exemple, dans le port de Port-Vendre. Donc ça veut dire en 2100, plus un mètre de niveau marin dans le port au niveau des quais. Ce qui va, vous le voyez, commencer à poser pas mal de problèmes pour les infrastructures et les enjeux humains qui sont implantés sur le littoral. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Méditerranée va répondre de la même manière que l'océan global du fait de son caractère fermé et très soumis aux enjeux anthropiques. Donc il y a eu un certain nombre de rapports là-dessus, donc vous avez la référence en haut, là je vous laisse consulter ça si ça vous intéresse. Et ce qu'on voit, c'est que la Méditerranée, elle, à l'image de l'océan Atlantique, elle va suivre la même courbe que les courbes globales qui vous ont été présentées. Et on a mesuré des vitesses d'augmentation de 1,5 mm par an jusqu'à présent. Et maintenant, on est en train d'expérimenter des vitesses de 3 mm par an. Ce qui peut paraître pas énorme, mais finalement, si on continue comme ça, avec cette vitesse exponentielle de croissance du taux de remontée, va nous placer dans quelque chose qui n'est pas très différent de ce qu'on connaît dans la fonte glaciaire liée d'un passage à une période climatique froide à une période chaude. Donc on est en train d'expérimenter finalement en sens inverse quelque chose que le climat faisait naturellement avec les cycles de précession et d'obliquité des planètes et les unes par rapport, enfin de la Terre par rapport au Soleil. Donc dans le détail, la Méditerranée ne va pas répondre exactement partout de la même manière. Il va y avoir des secteurs où le niveau augmente plus vite que d'autres. Mais globalement, on peut considérer que tout ça va s'équilibrer et que, modulo les différences qu'on a vues ce matin, qui peuvent se passer d'abord sur le continent puis dans l'océan, ben là, de la même manière, ça va s'équilibrer. Et on peut considérer de manière assez robuste que cette valeur d'1 mètre à l'échéance de la fin du siècle est ce qu'il faut retenir. Ça correspond à des augmentations de la température de quasiment 2 degrés entre la période 1900-1920 et 2020. Et ça correspond à des extrêmes chauds qui sont plus fréquents, qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, des extrêmes froids qui sont moins fréquents, et des cumuls annuels de précipitations qui ont légèrement diminué, mais surtout une augmentation des pluies extrêmes qui deviennent plus intenses. Donc en fait en Méditerranée, le climat est en train d'évoluer un peu plus rapidement que la moyenne planétaire. Donc c'est toujours le problème de l'utilisation de ces moyennes, mais en fait ça vous donne un ordre de grandeur et surtout là, ça souligne la vulnérabilité de ce secteur méditerranéen. Et ça correspond à une augmentation des températures de l'eau de surface. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller expérimenter l'eau, d'aller vous baigner en ce moment. On est dans des températures qui sont quasiment en record pour une fin de mois de juin. Et concernant les tempêtes, puisque c'est souvent ça qui est évoqué,
Pour l'instant, on n'a pas de tendance claire sur les modèles ni sur les observations d'ailleurs, de modification de vent et des tempêtes en intensité. Par contre, ça a déjà été souligné ce matin, ce qu'on voit, c'est que les dépressions sont en train de passer de plus en plus au nord, et donc ça crée des aspirations avec des vents de sud qui sont beaucoup plus fréquents que ce qu'on pouvait avoir avant. On avait plutôt les tempêtes d'est qui venaient impacter le littoral occitan, et aujourd'hui on a beaucoup plus de tempêtes de sud qui vont avoir ces flux de sud vont remonter dans le golfe du Lion et aller impacter au niveau de la côte héroltaise, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc en conclusion, on peut dire pour cette histoire de niveau de la mer que les courbes de prévision globale peuvent être appliquées en Méditerranée nord-occidentale et en Occitanie en particulier. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on peut se poser la question de savoir si ces températures élevées sont une anomalie et ces niveaux marins hauts. Alors si on regarde, c'est un petit peu la même courbe que ce qui a été projeté ce matin, mais en condensé. Ce qui se passe sur les derniers 500 000 ans, c'est la partie finale de la courbe ici. Vous voyez ce trait qui est le niveau de la mer aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des points qui sont légèrement au-dessus là, et en particulier la dernière période interglaciaire, il y a 125 000 ans, le climat était un peu plus chaud que le climat actuel. Et on avait un niveau de la mer, on a des témoins de ça, un niveau de la mer qui était 1,50 m au-dessus du niveau actuel. Donc finalement, ce climat interglaciaire il y a 125 000 ans, ça nous donne un très bon proxy de ce que va être notre climat et notre niveau de la mer à l'échéance 2100. On va être dans les mêmes ordres de grandeur. Donc ça c'était pour vous montrer que est-ce que c'est un problème pour la planète et pour la Méditerranée que le niveau de la mer soit plus haut que le niveau actuel? A priori non. On l'a déjà vécu récemment et on le vivra certainement encore une autre fois, mais ce qui va poser problème, là en l'occurrence, c'est notre implantation sur ce littoral et comment on fait pour absorber, en subissant le moins possible, cette augmentation du niveau de la mer. Et là, il y a une vraie... Là, il y a une vraie problématique. Donc maintenant qu'on a évacué cette partie niveau de la mer, on va se poser la question de comment fonctionne une côte sableuse. Donc le sable qui alimente la côte sableuse provient de l'érosion des reliefs, essentiellement du quartz, qui va cheminer le long des cours d'eau et arriver sur le littoral au niveau des embouchures. Donc une fois que ce sable il va arriver sur le littoral, la houle qui arrive rarement avec une incidence normale à la côte, c'est-à-dire perpendiculaire, généralement la houle arrive toujours avec une obliquité, comme vous le voyez ici. Et cette obliquité va créer un courant parallèle au trait de côte, qu'on va appeler courant de dérive littorale, qui va répartir ce sable depuis les embouchures vers des secteurs plus lointains, en créant un linéaire côtier sableux qui va se répartir tout le long du substrat rocheux qui est normalement à nu quand le niveau de la mer arrive à son niveau actuel. Et à partir de là, on arrive à créer un corps sableux qu'on va appeler un prisme sédimentaire, qui est ce schéma qui est représenté ici. Vous voyez la dune avec la végétation, la plage, la partie sous-marine de la plage qui stocke le maximum de sable, souvent on en est peu conscient, avec une épaisseur maximum de sable au niveau de la dune et une épaisseur de sable qui s'amenuise en allant vers le large. Et ce prisme sableux, il va reposer sur des terrains géologiques plus anciens qui sont en dessous. Et donc c'est ce compartiment sableux qu'on va évoquer ensuite pour se poser la question de l'érosion, c'est-à-dire la perte de volume en sédiment. Donc
ces dérives littorales, je les ai représentées ici par des flèches noires le long du trait de côte de la région Occitanie. Et on voit que on a deux branches en fait opposées qui viennent converger dans la partie centrale du Narbonnais ici. En fait, sous l'influence de tempêtes de sud-sud-est, on a une partie du sable qui va provenir du Tech, de la Tête et de la Glie, qui va remonter vers le nord, passer le cap Le 4 pour la fraction la plus fine et venir s'accumuler ici dans le Narbonnais. Et les tempêtes d'est, elles vont créer un courant de dérive du nord-est vers le sud-ouest dans l'Hérault et amener du sable du delta du Rhône jusque dans le Narbonnais, en passant aussi différents caps, en bypassant en fait plus exactement différents caps et en venant s'accumuler ici dans le Narbonnais, ce qui fait qu'on a pour l'instant des plages qui sont assez bien fournies en sédiments et dont le trait de côte jusqu'à très récemment progradé, c'est-à-dire gagné sur la mer dans la partie du Narbonnais. Et on observe par contre au début de ces dérives littorales, qui sont un peu comme des tapis roulants de sable depuis les zones d'embouchure vers la zone de dépôt, on commence à observer des érosions sévères et des reculs du trait de côte. Et essentiellement, on va le voir lié à nos usages sur le bassin versant et sur le littoral. Mais avant ça, vous voyez que ces dérives littorales, finalement, elles ont permis d'isoler un certain nombre de lagunes qui sont représentées ici, tout le long du littoral Occitanie. Et ces lagunes, en fait, ce n'est rien d'autre que d'anciennes baies, dont la bordure interne était la partie marine de la baie. Et cette dérive littorale, ce sable, a progressé d'un côté à l'autre de la baie, sous la forme de flèches sableuses, qui sont les corps sédimentaires que j'ai représentés ici, et qui vont, sous l'effet des courants, venir faire un système de crochons qui va prograder comme ça vers le nord, ici, et venir connecter l'autre côté de la baie et isoler l'ancienne baie marine de la mer ouverte, créant une lagune avec des zones de faiblesse qui vont être les passes de communication ou les gros, comme sur l'image que vous voyez ici, là, sur le secteur de Frontignan, du lido de Maguelone dans l'Hérault. Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que l'érosion, et là je reviens à mon système de prisme sableux tel que je vous l'ai représenté avant. Donc vous voyez qu'un certain nombre de flèches qui sont représentées, qui illustrent les échanges transversaux qu'il va y avoir entre la dune et la plage et la partie sous-marine, les bancs de sable dans la partie sous-marine, des fois un effet retour du sable de la partie sous-marine vers la plage. Ça c'est pour les échanges transversaux, et les échanges longitudinaux parallèles au trait de côte, ben, ça va être notre courant de dérive littorale qu'on évoquait jusqu'à présent. Donc si on considère que tout ça c'est une boîte avec des côtés, ben, de manière assez intuitive, on voit que si le flux sableux n'est pas perturbé, qu'il y a autant de sable qui arrive dans la boîte que de sable qui part, on va avoir un système stable à l'équilibre. Par contre, si on a moins de sable qui arrive, mais toujours autant de sable qui part, lié à la dynamique des courants, on va basculer dans un système d'érosion avec un déficit de sédiments et un recul du trait de côte vers l'intérieur des terrains. A l'inverse, si on a plus de sable qui arrive dans la boîte, on va avoir un engraissement et une progradation, c'est-à-dire une avancée du trait de côte dans la mer. Donc en fait, l'érosion et l'accumulation, c'est juste une histoire d'équilibre entre des flux sédimentaires entrant et sortant, dont on fait le bilan. Donc voilà pour l'érosion. Et l'autre grand thème qui va nous préoccuper, c'est la submersion marine. Donc la submersion marine, par définition, c'est l'inondation marine de terrains qui sont normalement à sec, comme vous avez ici une représentation au Racou en 1997, ou sur le lido de Sète en 82 avec les dégâts afférents. Et cette submersion marine, elle peut aussi impacter des secteurs naturels, comme le lido de Maguelone ici,
Et vous voyez que le cordon dunaire peut être détruit et une grosse lentille de sable peut être épandue dans la lagune en arrière. Donc ça a un nom, ça s'appelle un cône de débordement de tempête en français ou un overwash en anglais. Et c'est la marque finalement d'un recul de ces barrières sableuses vers l'intérieur des terres. Donc cette submersion, comment on peut la décrire physiquement? C'est assez simple. Vous avez l'effet de deux facteurs. Donc déjà l'influence de la topographie, c'est-à-dire la forme de la côte et sa hauteur. Et là on voit l'importance en particulier des dunes. Dunes dont la crête, la hauteur de crête va permettre ou empêcher le passage de l'eau lors de la submersion en arrière. Et puis on a ce qu'on appelle le phénomène de surcote. Et ce phénomène de surcote, c'est l'augmentation instantanée du niveau de la mer à des phénomènes météorologiques. Donc quand on a une tempête, on a une zone de dépression, donc de basse pression. Donc on va avoir moins de pression de la colonne d'air sur la surface de l'eau, donc le niveau d'eau va mécaniquement augmenter. Quand on a une tempête aussi, on va avoir des vents forts qui vont pousser l'eau du large vers la côte et qui vont accumuler de l'eau à la côte. Donc ça c'est aussi une des composantes de la surcote. Et enfin la troisième composante, ça va être les vagues elles-mêmes qui vont déferler et amener de l'eau dans la zone de déferlement qui est comprise sur l'approche avant-côte. Et ça va définir ce qu'on appelle le run-up, c'est-à-dire le niveau maximum atteint par la mer lors d'une tempête. Si ce run-up est inférieur à la topographie, au niveau maximum de la topographie, ben, on n'a pas de submersion des terres en arrière, on a juste submersion de la plage. Par contre, si ce niveau de run-up il est supérieur à la limite max de la topographie, ben, on va inonder, on va submerger ce qui est derrière. Donc ça c'est un des phénomènes tout à fait naturels que je vous décris, et donc on peut se poser la question de est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'était quelque chose qui se produisait déjà avant finalement? Et la réponse est dans la question. Vous avez ici une image du secteur de Palavas sur une photo aérienne prise en 1946, et vous observez assez bien tous ces cônes de débordement de tempête qui sont tous ces petits espèces de bâtonnets blancs qui rentrent dans la lagune en arrière. Donc vous avez la mer ouverte ici en bas de l'image et la lagune ici, et donc tout ça ce sont les témoins de la submersion qui se produit ou qui s'était produite avant sur ce secteur avant que la photo soit prise. Et voilà ce qu'on a fait depuis. On a implanté toute une zone urbaine sur ce secteur, en allant au passage puiser des sédiments dans ce grand lobe de cône de débordement de tempête qui est représenté, qu'on voit encore ici. Donc on est venu draguer à l'intérieur pour mettre du sédiment dans des secteurs qui étaient avant des secteurs lagunaires. Donc on est intervenu et de manière assez lourde, sans pour autant augmenter très fortement en altitude ces zones urbaines en prévision de ce qui allait se passer. Donc on peut considérer que ces enjeux, le risque a été fort mal évalué et ces enjeux sont aujourd'hui très mal positionnés. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est, on sait qu'on a ce genre de zone urbaine dans la région Occitanie. On sait que le niveau de la mer va augmenter jusqu'à atteindre 1 mètre en 2100. Comment vont réagir ces barrières sableuses? Et je dirais qu'on peut séparer notre réponse en deux finalement. La réponse d'un littoral sableux à une augmentation de niveau, c'est la même que celle d'une réponse à une carence sédimentaire. Qu'on ait moins de sédiments ou qu'on ait un niveau de la mer qui augmente, ça va réagir de la même manière, et c'est la partie qui est représentée à gauche. On voit que le littoral, finalement, il va se mettre à reculer sur lui-même et rouler
dans la lagune qui est derrière. La question qui va se poser, c'est comment un littoral est capable de faire ça si on a implanté des zones urbaines dessus, avec des problèmes de réflexion des vagues sur le fond des maisons et l'incapacité du sable qui est présent dans la partie de plage de venir se retrouver en arrière, transporté par les vagues de tempête et la submersion. Et donc une perte de ce sédiment qui va partir parallèle au trait de côte, emporté par le courant de dérive littorale et qui ne pourra plus bénéficier au secteur, comme c'était le cas de manière théorique. Il y a un certain nombre de modélisations qui ont été faites, donc en particulier Cooper en 2018, qui propose un certain nombre de types de réponses. Donc ça, c'est un littoral sableux schématisé en coupe de manière très synthétique. Et en fait, il y a différents types de réponses qui sont détaillées, mais qui sont finalement des variantes essentiellement des unes des autres. Et ce qui va nous intéresser, c'est le modèle du rollover, c'est celui dont je vous parlais jusqu'à présent. C'est que si vous faites augmenter le niveau, on passe de ce niveau en bleu foncé au niveau en bleu clair, à volume constant, le prisme sableux, il va se mettre à s'élever et à reculer vers l'intérieur des terres. C'est ce qui est représenté, par exemple, sur ce schéma du secteur de l'Hérault du Lido de Maguelone, où on voit bien tous ces cônes de débordement de tempête qui sont en fait la marque de ce début de rétrogradation du lido sableux. Donc le sable est pris dans la partie marine et sur la dune et projeté en arrière sur les dépôts lagunaires. Et si on répète ça en tout point, au bout d'un moment, on aura fait reculer l'ensemble de cette barrière sableuse vers l'intérieur des terres. Donc ça, c'est assez bien décrit, on sait comment ça marche. Ce qu'on ne sait pas trop prédire, c'est qu'est-ce qui va se passer si on a mis des maisons par-dessus et qu'on empêche ce phénomène de roulement de la barrière sur elle-même. Donc, on a dit que le niveau de la mer avait augmenté d'un peu plus de 20 cm jusqu'à présent, et on peut se poser la question de savoir si c'est la cause des phénomènes d'érosion observés aujourd'hui et depuis quelques décennies. Et en fait, la réponse est non. On en est aux prémices en fait de l'intégration. Évidemment que ça a joué ces 20 cm, mais finalement, c'est un paramètre pour l'instant minoritaire dans le panel des causes de cette érosion côtière que je vais vous décrire juste après. Donc, on voit que cette érosion elle est généralisée à l'ensemble de la France métropolitaine. Et en fait, ça s'explique par des causes naturelles. On sait que lors des phases de débâcle glaciaire, plutôt post-glaciaire, quand le climat commence à se réchauffer, on fait fondre les glaciers et on amène énormément de sédiments à la côte. Et donc, quand le niveau de la mer se met à remonter et atteint son niveau actuel il y a 6000 ans, on a des apports très conséquents de sédiments qui se font vers la côte, et ces apports vont se tarir, en particulier par un phénomène qui est connu, qui s'appelle la régularisation des fleuves, qui fait qu'au bout d'un moment, ils ne vont plus inciser leur lit, pour des histoires d'équilibre de pente. Donc ça, c'est une première cause, mais ça ne suffit pas à expliquer l'érosion généralisée qu'on observe un peu partout. Et là, il faut évoquer une autre famille de causes de l'érosion, qui vont être les causes anthropiques. Et dans ce cas-là, on peut insérer dedans la construction des barrages, qui aboutit à réguler les débits, donc à amener moins de sédiments lors des crues au littoral, à bloquer du sédiment dans les retenues de barrage. Dans ces retenues de barrage, on a aussi beaucoup puisé de sédiments pour l'utilisation de granulats pour le BTP, pour faire du béton. Donc ça, c'est du sédiment qui n'est pas arrivé à la côte. Aujourd'hui, on a même curé des fois carrément les cours d'eau, les lits des fleuves. Ça, c'est maintenant interdit, mais ça s'est fait jusque dans les années 70. On va avoir aussi les constructions qui sont finalement trop peu éloignées du trait de côte
des fois sur le cordon dunaire ou sur la plage elle-même, qui vont engendrer des phénomènes de réflexion que j'ai évoqués juste avant et qui vont faire que le sédiment va être emporté et pris par la dérive littorale au droit de ces zones urbaines. Et enfin, il y a un autre facteur clé, en particulier en Occitanie, on voit que ça joue énormément, c'est les constructions portuaires qui vont bloquer ce courant de dérive littorale dont on a parlé et qui vont accumuler du sédiment d'un côté du port et créer une érosion de l'autre. Je vais l'illustrer juste après. Et donc vous voyez que la cause augmentation du niveau de la mer, elle en fait aussi partie, c'est une cause anthropique, mais ce n'est pas elle qui explique les vitesses de recul jusqu'à des fois 1 mètre par an de recul en moyenne observé en aval transit de ces zones portuaires par exemple. Donc si on cherche à illustrer ces causes anthropiques, regardez par exemple ce barrage des débits de la Tête qui passe à Perpignan, qui est divisé en 2 parties. Une partie illustrer les débits avant la création du barrage de Vincent en 78, et ensuite la partie droite de l'image, vous voyez les débits après création du barrage. Vous voyez qu'en termes de compétence du fleuve à amener des sédiments jusqu'à l'embouchure, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, même sans parler de l'effet du barrage en tant qu'obstruction au transit de sédiments, les débits eux-mêmes, régulés de la sorte, vont impacter très fortement la capacité des fleuves à amener du sédiment jusqu'au trait de côte. L'effet des ports, vous le voyez ici. Donc ça, c'est l'exemple du port de Port-la-Nouvelle, enfin de l'ancien port, puisque maintenant il a été agrandi. Et vous voyez que le sens de dérive sédimentaire dans le Narbonnais, dans la partie sud, je vous le disais, est du sud vers le nord. Et vous voyez que d'un côté du port, on va accumuler du sédiment. Ici, on a un trait de côte qui est en position très avancée, ce qui a permis de construire une zone urbaine quasiment directement sur la plage, puisqu'on avait depuis plus d'1 siècle la formation de cette jetée qui crée une avancée du trait de côte sur la mer. Et à l'inverse, de l'autre côté du port, vous avez ce qu'on appelle une encoche d'érosion, donc un secteur où le trait de côte est en position plus reculée. Voilà, alors ça ne poserait pas tant de problèmes que ça si on n'avait pas une usine pétrochimique juste derrière, par exemple ici. Donc, ces ports, ils ont sans surprise un effet dans l'interception de ce transit littoral qui est fonction directement de leur emprise en mer. Plus les jetées du port vont aller loin en mer, plus le port va être impactant pour le transit littoral et le limiter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu montrer sur le littoral de la région Occitanie. En fait, si on cherche à aller un peu plus loin, vous voyez ces traits, là on a un exemple d'un port qui est schématisé. Vous voyez ces traits qui sont représentés là, en fait c'est les bancs de sable qui sont très linéaires dans certains secteurs du littoral, qu'on appelle des barres d'avant-côte. Et ces barres d'avant-côte, vous voyez qu'elles sont complètement interceptées par le schéma de construction portuaire. Et donc ça va limiter le sable qui peut arriver à passer d'un côté à l'autre du port. À l'inverse, des ports qui sont moins étendus en mer, cette barre d'avant-côte, elle va pouvoir contourner le port et amener du sédiment de l'autre côté. Alors pas dans les mêmes proportions que s'il n'y avait pas le port, mais on arrive à... Enfin, il y a une petite partie du transit qui arrive à être restaurée. Donc, vous l'aurez compris, dans ces problèmes d'érosion côtière et de recul du trait de côte, aujourd'hui, les ports ont beaucoup plus d'impact que l'augmentation du niveau de la mer au niveau, sur des endroits très localisés qui sont en aval transit de ces ouvrages.
Il n'y a pas que les ports, hein, il y a aussi les jetés qu'on a construits au débouché des fleuves, au débouché des gros, qui sont les passes de communication entre les lagunes et la mer. Donc là, je voulais vous montrer une image d'une vue oblique prise depuis les Alberts, donc les reliefs qui sont juste à côté, et qui vise le port de Saint-Cyprien ici, le gros de Canet qui est ici, le port de Canet qui est là, le port de Sainte-Marie qui est ici, les jetés d'un petit fleuve qui s'appelle le Côtier, qui s'appelle le Bourdigou, qui sort quelque part par là. Et en fait, ce qui frappe sur cette image, c'est qu'on n'a pas du tout une continuité harmonieuse de ce trait de côte comme elle devrait l'être. Et vous voyez qu'on a créé un système complètement échelonné, où on a des zones de recul très forts ici en aval transit, donc la transit se fait du bas de l'image vers le haut, donc on a des zones d'accumulation ici en amont transit, des érosions en aval transit, ce qui est parti de là est allé s'accumuler sur l'ouvrage suivant, n'est pas allé de l'autre côté, c'est parti, c'est allé s'accumuler de l'autre côté, ça n'atteint pas la partie ici au nord du port de Sainte-Marie, ça va s'accumuler sur les jetés du Bourdigou de l'autre côté, ainsi de suite. Et donc on va segmenter complètement le littoral, en créant des zones de départ, des zones sources et des zones puits, sur des secteurs qui sont très courts. Finalement, ça se produisait déjà entre une embouchure et un cap, de manière naturelle, mais pas entre deux ports qui sont séparés de 10 km. Donc évidemment, si votre zone urbaine, comme ici le secteur de Canet, elle est construite dans la zone amont transit qui va accumuler du sédiment, ben, il y a peu de problèmes pour la zone urbaine en termes de submersion et d'érosion et de menaces sur les enjeux. Par contre, si, comme à Saint-Cyprien ici, le port est au sud de la zone urbaine, ben, tout le front de mer de la zone urbaine se retrouve menacé, sans même parler de cette histoire de réchauffement climatique et d'augmentation du niveau de la mer. Donc pour l'instant, il a fallu mettre des enrochements pour bloquer le sable dans le secteur face à la zone urbaine. Il a fallu faire un rechargement en sable, c'est-à-dire amener du sable artificiellement pour recréer la largeur de plage. Et là, on est dans une configuration de niveau de la mer quasiment stable. Et maintenant, il va falloir gérer ça avec un niveau de la mer 1 mètre plus haut à l'échéance 2100. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver ? Donc, je vous ai dit, cette histoire d'érosion côtière, c'est une histoire de bilan. Donc, on a fait des bilans sédimentaires sur les deux périodes, sur le plus long terme, sur le temps le plus long sur lequel on pouvait remonter, entre 1895 et 1984. Et on voit qu'en fait, à l'échelle de l'Occitanie, donc il y a une réponse un peu disparate avec une zone qui est déjà en érosion dans l'Hérault et une zone en accumulation, le Narbonnais et le Roussillon. Mais globalement, on est à l'équilibre, on a un gain de quelques millions de mètres cubes sur l'ensemble de tout le territoire, ce qui nous indique surtout une stabilité du système. Donc on peut expliquer cette érosion ici par le fait que le Rhône sortait beaucoup plus à l'ouest à un moment et s'est mis à divaguer, à sortir plus à l'est. Donc ça c'est une cause naturelle. Par contre ce qui est plus intéressant c'est de regarder la période récente entre 1984 et 2009 où là on voit qu'on bascule dans une érosion généralisée et qu'on a un diagnostic sur une perte de 30 millions de mètres cubes de sable qui ont disparu de notre système littoral. Donc 30 millions de mètres cubes, ça ne va pas représenter grand-chose pour vous, mais ce qui a été déclaré, utilisé comme granulat dans le lit de la tête, c'est 2 millions de mètres cubes de sable. Le dragage du port de Port-la-Nouvelle, où il y a eu un clapage du sable au large, c'est aussi 2 millions de mètres cubes de sable. Et au final, si vous cumulez toutes les causes connues, on arrive à expliquer un bon 50% de ces 30 millions de mètres cubes de sable qui ne sont pas arrivés. Donc on a quand même une grosse incertitude sur les déclarations de ce qui a été réellement prélevé sur le bassin versant. Mais dans tous les cas, on retrouve à peu près nos petits.
modulo ce qu'on a perdu vers le large, qui est la partie la plus fine du sable, qui a dû aller se répartir sur quelque chose qui est immesurable sur les surfaces qu'on considère dans les fonds un peu plus importants que l'approche avant-côte. Donc face à ce constat, on peut se demander quelle perspective pour le littoral. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération de la remontée du niveau de la mer, une augmentation de la carence en sédiments. On l'a dit, une modification de l'orientation des tempêtes, et donc ça va forcément engendrer une modification du schéma de dynamique sédimentaire avec nos dérives littorales. Et on a une pression urbaine qui est finalement toujours accrue, qui est faible, mais qui est quand même prégnante sur le littoral actuel. Et donc on a un littoral dont l'érosion s'accélère et le profil d'équilibre tend à changer, en particulier devant les zones urbaines où on va avoir une pente beaucoup plus forte de l'avant-côte qui se manifeste. Ça peut aboutir à des remarinisations de certains milieux, comme les lagunes, qu'on estimait comme des environnements semi-fermés. Et on peut très bien imaginer que on va se retrouver dans ce contexte d'accélération du niveau de remontée du niveau de la mer et de carence en sédiments, avec des passes de communication qui vont se créer, nouvelles qui vont se créer, et qui vont remariniser les systèmes. Et ça va poser aussi des problèmes pour les zones urbaines qui ont été implantées contre ces lagunes. C'est que souvent on focalise sur les problèmes en front de mer de la submersion sur les maisons en première ligne. Mais en fait, il y a beaucoup de zones urbaines qui ont été aussi positionnées sur le pourtour des lagunes, au niveau quasiment de l'eau lagunaire. Et donc, on va avoir des débordements par l'arrière et latéraux qui sont possibles sur les zones urbaines et qui sont aujourd'hui encore peu considérés. Donc, cette remarinisation du milieu, vous allez me dire, bon, c'est peut-être un peu de la science-fiction. Mais en fait, pas du tout. On voit déjà que c'est déjà ce qu'on observe. Donc si on se décale sur une partie du delta du Rhône, donc dans le secteur de Bauduc, on observe en ce moment, enfin on a observé une brèche qui s'est créée ici dans le cordon que vous observez là. Donc une brèche qui vient illustrer ce recul du trait de côte et cette remarinisation du système. Donc là, on est dans un milieu complètement naturel qui est en fait précurseur de ce qui va se passer ailleurs, puisque c'est un delta, donc il a reçu beaucoup de sédiments à un moment, et maintenant il recule très très fort pour se réajuster par rapport à la carence en sédiments. Donc, quelle solution par rapport à ça? Donc, d'abord, on peut imaginer que, et vous l'avez vu, que les schémas urbains, les schémas qu'on a utilisés pour le développement touristique en particulier, sont à repenser, depuis l'urbanisation jusqu'à la consommation d'énergie, qu'il va falloir prendre des mesures d'adaptation. Donc, en se basant sur des solutions fondées sur la nature ou des exemples qu'on va évoquer juste après de recomposition spatiale, en ayant une approche pluridisciplinaire de ces écosociosystèmes, qu'il va falloir gérer au mieux les apports sédimentaires et ces flux de sédiments le long de la côte. Évidemment, ça passe par une amélioration de la connaissance. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est que la doctrine de gestion, quand on parle de mesures d'adaptation, elle a changé. Pendant quelques décennies, la réponse qui était apportée à ces problèmes d'érosion du trait de côte, c'était de mettre des enrochements en mer pour bloquer le transit dans les secteurs où il y avait des enjeux. Et ça, vous le voyez sur cette image, ça a une limite, c'est qu'on arrive vaguement à stabiliser le trait de côte,
mais on crée une érosion dans le secteur immédiatement adjacent, qui quelquefois lui aussi présente des enjeux ou est un secteur naturel à enjeu patrimonial par exemple. Donc ce n'est pas vraiment une solution. Donc ces enrochements aujourd'hui, ils sont proscrits à part dans les secteurs où il y en a déjà face aux zones urbaines. Donc ce qui a pu être aussi investigué, c'est le corollaire au fait de bloquer le sédiment à un endroit. On peut essayer de diminuer l'énergie de la houle qui arrive à la côte en la faisant déferler, en mettant des structures sous-marines pour faire briser les vagues et qu'il y ait moins d'énergie qui arrive à la côte et du coup moins de transit sédimentaire. Donc ça c'est aussi une alternative, elle est très onéreuse et on imagine mal qu'on va positionner ces structures sur tout le linéaire du trait de côte, en tout cas devant les zones urbaines. Et donc une partie de la solution a résidé lors des dernières décennies à considérer que puisque le problème c'était un problème de carence en sédiments essentiellement, il fallait ramener artificiellement du sable là où il partait. Et ça marche assez bien, mais il y a le problème de la source en sable, puisqu'on ne peut pas aller le prendre ce sable dans les secteurs qui sont déjà en érosion. Donc ça pourrait consister à faire passer le sable d'un côté à l'autre des ports pour, dans le schéma que je vous ai montré, restaurer le transit partout. Mais évidemment, quand vous allez voir une commune et que vous leur dites bon, ben, on va embarquer tout le sable qu'il y a devant chez vous parce que vous avez un peu de largeur de plage et on va le filer à côté, pour l'instant ça passe assez mal. Donc aujourd'hui, il y a quand même une stratégie nationale qui a été élaborée. Cette stratégie nationale, elle va un peu plus loin que ça et elle considère la recomposition spatiale. Donc la recomposition spatiale, c'est un mot savant pour dire qu'on va relocaliser des enjeux, c'est-à-dire déplacer des enjeux pour les désexposer à l'aléa. Donc là, je vous montre l'exemple du lido de la route qui était sur le lido de Sète à Marseillan. Donc vous voyez qu'il y a des dégâts qui nécessitaient plusieurs millions d'euros d'investissement chaque année, chaque hiver après les tempêtes. Donc ce qui a été décidé après une étude coût-avantage, c'est de déconstruire la route et d'aller la reconstruire en position plus reculée, en recréant devant une largeur de plage. Enfin, en fait, en laissant la plage réapparaître, concrètement. Et donc là, on se laisse quelques décennies de répit par rapport à ce problème de pression qu'on a sur l'enjeu. Donc là, il y a une voie de chemin de fer qui est juste derrière, qui est celle qui passe à la ligne à grande vitesse qui va jusqu'à Montpellier. Donc c'est pas tout à fait. Donc on n'a pas pu reculer assez loin dans ce secteur, donc c'est pas tout à fait vrai que ça suffit. Il a fallu aussi recharger devant un peu et mettre des boudins de géotextile ici en mer pour faire briser la houle, pour être sûr qu'on ait une largeur de plage suffisante dans ce secteur. Donc vous voyez que les mesures elles peuvent être hybrides et mixtes. Donc ça, ben c'est facile à imaginer quand on a un opérateur qui est l'État et un seul opérateur foncier qui est un vignoble de Listel, en l'occurrence dans ce cas-là. Et ça devient beaucoup plus compliqué à imaginer lorsqu'on a des propriétaires multiples dans une zone urbaine, par exemple. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre. En tout cas, c'est comme ça que c'est formulé dans la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Donc en conclusion, une évolution pour le siècle à venir qui est très défavorable, avec une augmentation du niveau de la mer, une carence en sédiments, un dérèglement climatique ou un réchauffement, comme vous préférez, une pression anthropique accrue, et le tout qui va nécessiter des politiques publiques ambitieuses. Donc on va avoir, et on l'a déjà, des tendances évolutives rétrogradantes, donc de recul du prisme sableux sur lui-même
et ça c'est globalement compris scientifiquement, mais ça va être très fortement perturbé par les aménagements qui ont été implantés sur le littoral. Vous avez un exemple ici dans l'Hérault à Vias, dans les années 2000, où vous voyez une zone de camping ici, ou des maisons concrètement, qui sont protégées avec des espèces de parallélogrammes d'enrochement. Donc il faut imaginer qu'il y a quelques décennies, le trait de côte était quelque part ici en mer, et que le trait de côte a tellement reculé qu'on est venu mettre un enrochement ici face aux enjeux, et que ça n'a pas suffi, le trait de côte a continué à reculer très fortement des deux côtés. Du coup, il a fallu prolonger les enrochements sur les côtés pour éviter le contournement et le débordement latéral. Et on en arrive à la situation un peu paradoxale d'arriver à protéger comme ça par des enrochements des secteurs d'habitat léger et déplaçables que sont des campings, finalement. Donc tout ça, ça a fait l'objet d'un plan de recomposition spatiale, etc. Bon, ça a été le projet est un peu bloqué aujourd'hui pour d'autres raisons. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais on peut difficilement imaginer que toutes nos zones urbaines vont finir comme ça, comme des excroissances en mer avancées, avec les problèmes de contournement qu'il va y avoir sur les côtés. Donc ça illustre bien cette nécessité qu'on va avoir de repositionner les premières lignes et de manière à ce qu'elles s'adaptent au recul du trait de côte à venir. Donc ça laisse quand même quelques questions en suspens. Donc la première, c'est notre capacité à s'adapter et surtout la vitesse à laquelle on va le faire par rapport à la vitesse du changement climatique. Donc pour l'instant, on voit qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas embrayé à la vitesse supérieure et on risque plutôt de subir ces choses-là que vraiment les anticiper. Donc on voit qu'on a une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui parle de relocalisation des enjeux, mais on n'a pas encore tout à fait les outils légaux et administratifs pour y parvenir, en particulier l'argent qui va être nécessaire pour racheter ces maisons, pour faire cette recomposition spatiale, puisqu'on parle quand même de propriété privée, a priori, il y aura rachat. Donc, une loi qui est pas mal passée inaperçue, qui est la loi climat et résilience, traite ces aspects-là. Et voilà ce qu'elle dit. Aujourd'hui, des cartes de projection du trait de côte à l'échéance de 30 ans et de 100 ans vont être réalisées pour les communes qui se portent volontaires. Et une fois que ces zonages auront été effectués, pour les constructions qui sont existantes, si elles se situent dans le zonage qui vont être atteints par le recul du trait de côte dans les 30 années à venir, des extensions et des adaptations vont être possibles sur l'habitat pour faire face à ce recul du trait de côte, mais sans augmenter la capacité habitable. Donc c'est plutôt, on parle là carrément de solutions pour évacuer, pour être en sécurité lorsqu'il y a des tempêtes. Et là où ça va un peu plus loin, c'est sur les projets de construction, par exemple. Aucune nouvelle construction possible dans le secteur qui va être atteint par un recul du trait de côte dans les 30 années à venir. Et pour les secteurs qui vont être atteints dans les 100 ans, les propriétaires qui vont construire des maisons vont être obligés de consigner dans la caisse des dépôts consignation le coût de la démolition de leur maison, c'est-à-dire anticiper le moment où le trait de côte dans les 100 ans à venir va venir au pied de leur maison, et à ce moment-là, c'est cet argent-là qui aura été thésaurisé qui va servir à déconstruire ce bien privé. Et pour la vente des biens, il y a un droit de préemption qui est mis en œuvre. Donc les communes vont pouvoir racheter, et c'est bien là qu'on parle d'enveloppe financière, vont pouvoir racheter les biens
dans le cadre de cette adaptation des territoires au recul du trait de côte. Donc ce droit de préemption, aujourd'hui, ce qui manque, qui va avec, c'est la péréquation financière, à savoir comment on finance ça, et ça fait plusieurs fois qu'il y a des discussions à l'Assemblée sans qu'on arrive à créer un fonds spécial pour abonder ce problème d'érosion côtière. Donc c'est ce qui m'amène à conclure à peu près ce qui a été dit ce matin lors d'une des présentations. C'est que la gestion du changement climatique, pour ces aspects littoraux, aujourd'hui, ça relève plus d'un problème sociétal que vraiment d'un problème technique. Je vous remercie de votre attention. On va prendre quelques questions. Bien, merci.